plus ton client aura confiance en toi, plus il aura tendance à aller directement vers toi plutôt qu'un autre concurrent. L'expérience client, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui va permettre aux gens de parler positivement de votre marque. Construire des solutions en accord avec leurs attentes. Il y a des points qu'on rebutait sur l'image de marque au début. Quelles sont les pistes à améliorer? Et leur image de marque est aussi forte en ligne qu'en direct, j'ai envie de dire. Sais-tu pourquoi certaines marques restent gravées dans nos esprits, tandis que d'autres tombent dans l'oubli? Dans cette vidéo, nous allons te donner les clés d'une image de marque impactante. Pourquoi une marque forte influence les décisions d'achat, les éléments clés d'une identité de marque impactante et des exemples concrets pour réussir son identité de marque impactante. Reste jusqu'à la fin, on te dit tout dans un livre blanc pour t'aider à poser les bases de ton branding. On rentre donc maintenant dans le cœur du sujet. Donc pourquoi une image de marque forte est essentielle? Comment faire pour qu'une image de marque soit forte et impactante auprès de son audience? Pour que ton image de marque soit forte, il faut qu'elle soit reconnaissable du premier coup d'œil par ton audience. En marchant dans la rue, ton audience, si elle voit un détail, ça lui fasse penser en fait à ta marque. Moi, j'aime bien penser à Apple, notamment pour ses designs épurés et la simplicité en fait qu'ils évoquent dans leur discours, mais aussi par exemple Rituals. Tout le monde connaît Rituals, tout le monde sait à quoi ressemble une boutique Rituals. Et quand tu passes devant une boutique, tu vois notamment cet arbre, mais aussi les lumières qui sont un peu tamisées et tout ça. Et leur image de marque est aussi forte en ligne qu'en direct, j'ai envie de dire. Et ensuite, il y a vraiment la confiance et la crédibilité qu'évoque ta marque. Donc, c'est-à-dire que plus ton client aura confiance en toi, plus il se sentira en accord avec les valeurs que tu proposes, plus il aura tendance à aller directement vers toi plutôt qu'un autre concurrent. Et enfin, du coup, j'en reviens à ça, c'est la différenciation sur le marché, puisque si le client te choisit, c'est parce que du coup, tu te distingues parmi toutes les offres du marché. Et c'est pour ça que c'est important, il va falloir apprendre à se différencier pour pouvoir être beaucoup plus percutant dans ta manière d'approcher ta cible. Sur plusieurs sources, on repère bien qu'il y a 90% de consommateurs qui s'attendent vraiment à avoir une cohérence de la marque sur tous leurs canaux. Parce qu'en fait, plus tu auras cette image de marque qui est présente et qui est la même surtout sur les différents supports sur lesquels tu communiques, plus ce sera simple à ton client de te reconnaître et surtout de t'ancrer dans les habitudes de consommation. Il te verra quand il scrolle sur les réseaux, il te verra peut-être en cherchant sur Google. Il y aura toujours la place que tu prends et du coup qui va intégrer naturellement son quotidien petit à petit. Quels exemples tu peux nous donner sur des marques qui ont réussi leur branding? La première qui me vient en tête, c'est Apple. Encore eux. Encore eux. C'est toujours l'exemple que je donne en premier parce que c'est celui qui me passionne le plus, rien que par la refonte de leur logo. Apple, c'était en 1976. Ils se sont lancés dans l'industrie du coup de l'informatique et le premier logo qu'ils ont proposé, c'est vraiment la pomme de Newton avec l'arbre de connaissances, voilà. Et la pomme était vraiment en tout petit dans cette espèce de gravure qui leur servait de logo. Et quelques mois après, ils se sont dit mais c'est pas assez percutant, il faut un détail qui reste sur le long terme. Et du coup, dès 1977, il y a eu ce logo de la pomme qui se distingue et qui est maintenant vraiment devenu une icône de style de vie pour les utilisateurs. Tout le monde reconnaît la pomme, tout le monde sait que ça correspond à Apple, non seulement parce que du coup leur nom de marque s'appelle Apple, donc la pomme, et que le logo fait très bien référence à ça. Le principal composante en fait du logo original, c'est qu'il était extrêmement complexe et sous forme de gravure. Il y avait énormément d'informations dedans et c'était pas du tout dans l'air du temps de la modernité qu'on pouvait avoir avec l'informatique et la vision qu'il y en avait. Le changement presque immédiat, parce qu'on parle vraiment de quelques mois de logo, c'est essentiellement pour un besoin de simplification de leur image et simplification de la marque en fait qui veulent représenter. Je veux dire, le logo Apple aujourd'hui, il est tellement basique
que tout le monde le connaît, tout le monde l'identifie, et il est surtout intemporel. Depuis qu'il a la forme qu'il a aujourd'hui, il n'a jamais changé. Donc ça fait déjà bientôt 40 ans en fait qu'il a ce design-là sans jamais avoir changé, à part de la couleur ou autre à l'intérieur, mais la forme n'a jamais changé. C'est ça, c'est ce que tu dis. Il est basique, mais il est intemporel. Et il est intemporel parce que c'est un détail que tu peux te souvenir dans le quotidien, en fait. C'est la simplicité. Souvent, les humains, on se souvient plus de la simplicité. Un détail nous revient vite plus en mémoire que quelque chose qui est beaucoup plus complet. Et là, dans ce design, c'est vrai qu'on comprend le message, le fait qu'il veuille symboliser le progrès. Donc, il avait vraiment cette vocation à amener du progrès dans le quotidien des gens. Mais c'est vrai qu'il pouvait se passer de Newton qui était en dessous de son arbre, vraiment juste la pomme, cette pomme de la connaissance, ça suffisait. Et c'est ce qui reste finalement dans nos mémoires. Et pour ça, c'est un très très bon exemple. Un autre que j'aime bien, c'est Ikea. Parce que Ikea aussi, ils ont une refonte de leur logo. J'ai plus les dates en tête, mais... 1951, la création d'Ikea, et je dirais que l'itération actuelle date de 1967 et qu'après, c'est des changements de couleurs. Les couleurs, c'est les couleurs de la Suède, et le jaune et le bleu, qui sont quand même très faciles à mémoriser. Le slogan, il y a un slogan avec la petite musique Ikea, qu'on se souvient bien, que ce soit dans les pubs, dans les boutiques. Le son, c'est très important parce que souvent, en pleine journée, tu peux te retrouver à avoir une petite mélodie, tu sais que tu n'arrives plus à t'enlever de la tête. Ça peut arriver aussi avec les slogans que tu te répètes en journée et que finalement, ça reste ancré dans ton cerveau et c'est basé dans tes habitudes. Ikea, c'est vraiment une marque qui a pris place dans les habitudes des consommateurs puisque... qui n'a jamais eu un meuble Ikea chez soi au tout début, quand tu débutes, que tu sois étudiant ou simplement parce que tu aimes la marque, tu as envie d'aller peut-être chez Ikea pour au moins découvrir leur gamme. Donc tu entends les slogans, tu vois leur mobilier et tout ça. Il y a une autre chose qui fait que Ikea est très populaire auprès des consommateurs, c'est le nom des produits. Donc, tu as le plus simple, tu as les Billy, voilà, mais tu peux avoir les Falster, tu peux avoir, je sais pas, d'autres noms. Malm. Les Malm, voilà, exactement. Et le marketing aime beaucoup jouer sur l'humour avec ces noms de meubles. Et c'est ça aussi qui rend populaire, c'est qu'on se dit, c'est encore un nom à coucher dehors, ou, voilà. Alors qu'au final, tout simplement, c'est des mots certainement suédois. Mais pour... C'est même sûr que c'est des mots en suédois, c'est pas certainement. Mais dans la sphère internationale, pour vendre les produits Ikea, c'est vrai que c'est amusant d'en jouer. En tout cas, le service de communication marketing de Ikea France joue beaucoup sur le fait que les noms des meubles sont difficilement prononçables ou compréhensibles par les consommateurs français et du coup joue là-dessus pour faire de l'humour et attirer de la sympathie vers la marque. C'est ça, c'est attirer de la sympathie, mais pourquoi ? En fait, parce que du coup, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que les consommateurs, la cible finalement, on en parle sur les réseaux, il y a beaucoup de mèmes qui sont créés pour se moquer gentiment de cet élément. Et du coup, ça veut dire qu'il y a une bonne écoute du côté de l'équipe marketing pour répondre aux attentes finalement de l'audience. Et l'attente, c'est quoi ? C'est l'humour. Et moi, j'aime bien mettre en avant que dans une image de marque, tu peux être pro, c'est bien, mais toujours ajouter une petite touche d'humour, pour moi, ça reste humain, c'est même quelque chose qui va peut-être mettre en confiance, détendre ton audience auprès de toi. Et toi, est-ce que tu as une marque qui t'interpelle ? Moi, c'est la marque Toyota qui m'interpelle et plus précisément leur logo. Ce que je trouve assez fort avec le logo Toyota, c'est la capacité en fait du designer à avoir inclus toutes les lettres du nom de la marque en fait à l'intérieur du logo. Le logo paraît extrêmement complexe avec toutes ces ovales, c'est très circulaire, ça s'entrecroise. D'un premier abord, ça peut paraître assez fouillis ou voilà, enfin.
On peut facilement dire ouais, bah, le designer il a pris son crayon, il a dessiné quelques cercles et ils ont dit oui c'est ça. Mais en fait c'est extrêmement réfléchi. On a le T, le O, le Y et le A dans le même logo en prenant une partie des lettres ou en assemblant une partie des éléments qui sont présents dans le logo. Encore une fois, on est sur un logo qui est intemporel. Je veux dire, le Toyota n'a pas besoin de changer son logo Toyota. Il n'a aucune raison de le faire. Et il existe depuis 1989. Donc là encore, c'est quelque chose qui est durable. Ça fait 25 ans maintenant, même un peu plus, que le logo est présent et utilisé. Donc il a eu des déclinaisons en fonction de la période où la couleur et le design intérieur du logo a évolué. Mais on a vraiment quelque chose d'ingénieux qui est présent ici et c'est la longévité en fait du logo qui fait que la marque a une image solide et que tout le monde en fait s'en souvient et que c'est mémorable en fait tout simplement. Le logo en fait est entré dans les mœurs et les habitudes des gens. En fait, il n'a plus besoin d'être expliqué pour savoir ce que c'est. Moi, au tout début, vraiment, je pensais que... Enfin, je comprenais pas forcément le design du logo Toyota. Tu vois, pour moi, ça représentait des sortes d'ellipses, une sorte de planète, tu vois. Donc, après étude, quand tu vois que c'est vraiment travaillé, c'est remarquable au niveau du travail du designer, je trouve. Effectivement, moi qui suis pas spécialement voiture, j'aime bien ce qui se fait, je suis de loin quand même les actualités, mais je trouve que du coup, je connais le logo Toyota et si je devais le redessiner de tête, je pourrais le faire quand je veux en fait. Parce qu'il est ancré dans ce que je connais. C'est juste des cercles aussi. Oui, c'est sûr, il n'est pas complexe. Il est extrêmement simple à reproduire sur une feuille de papier. Alors que le premier logo d'Apple, un peu plus dur à reproduire. Et même le logo d'Apple, vous pouvez le reproduire sur une feuille de papier de manière assez simple. Voilà, il y a c'est peut-être le logo Ikea qui est un peu plus et encore en soi c'est pareil, c'est une ellipse dans un rectangle et des lettres Ikea au milieu, c'est pas très simple, ça fait un peu tampon la manière dont c'est c'est un peu ce qu'ils ont voulu pour leur premier logo, hein, je pense. C'est le cachet de cire qui est apposé sur le meuble ou sur une enveloppe, je ne sais pas, mais... Sur les meubles, ça se fait bien. C'est quelque chose qui fait très artisanal, très authentique. Tu vois, il y a une fabrique derrière, on a apposé le meuble, il est validé par la société comme étant conforme aux exigences de la boîte. Donc ils l'ont peut-être rendu juste plus, ce côté un peu plus moderne et un peu plus simple pour que les couleurs restent vraiment ancrées dans les esprits, qu'il y ait vraiment une vraie référence à leur pays créateur, j'ai envie de dire, et que ce soit dans l'air du temps avec des couleurs un peu plus peps, qui sont en accord. Le jaune, le bleu, c'est des couleurs qui vont bien ensemble, tout simplement, en fait, la simplicité. Et quelles sont les bases, du coup, pour construire une image forte ? Parce qu'un logo ne suffit pas à construire une image de marque. Je dirais qu'à la rigueur, ça suffit pour s'en souvenir et l'imprégner dans les mémoires, mais ça va quand même bien au-delà le travail d'image de marque. Du coup, est-ce que tu peux nous donner les piliers qui font qu'une image de marque se construit et est cohérente et dégage quelque chose qui inspire en fait les consommateurs et qui les pousse à l'achat ? Alors, on a la mission et les valeurs de la marque. Il y a la mission et les valeurs, c'est plus qu'important. C'est pourquoi vous existez au-delà de votre produit, en fait. C'est pourquoi vous avez créé votre boîte, quelle est la mission que vous voulez réaliser et surtout, qu'est-ce qui vous motive à travers cette marque, en fait, au-delà de vendre des produits parce que ça peut correspondre à une personne ou une autre. Qu'est-ce qui vous motive réellement? Qu'est-ce qui vous anime pour aller dans cette direction? L'identité visuelle, donc là c'est le logo en partie. Tu as le logo, tu as les couleurs, tu as la typographie. En fait, c'est vraiment tout ce qui va caractériser ta marque, lui donner vie à travers des éléments graphiques, mais pas que, parce que du coup je parlais du son, il y a peut-être une animation qui va plus correspondre à ta marque. Il faut qu'on voit cette marque un peu comme une personne. Le ton et le storytelling.
Voilà, j'en parlais. J'ai devancé. Effectivement, le ton que tu vas employer pour ta marque, ça va être vraiment le ton avec lequel tu vas t'adresser à ta cible. Donc, est-ce que tu vas avoir un ton beaucoup plus professionnel, très institutionnel? Est-ce que tu vas être plutôt amical, presque familier? Moi, j'aime bien citer Duolingo parce que je trouve que leur équipe marketing fait quelque chose de vraiment très très cool et très très fun au quotidien. Ils s'adressent assez familièrement à leur audience, ils n'hésitent pas à leur répondre en leur mettant des petites boutades, j'ai envie de dire. Va chercher un mot encore plus boomer, mais, mais j'en avais pas d'autres qui venaient à l'esprit. Donc vraiment, ils n'ont pas peur de créer cette connexion un peu comique et ils la recherchent aussi avec leur audience. Et c'est ça qui rend le compte beaucoup plus vivant, beaucoup plus moderne. Et c'est vraiment très agréable à les regarder. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment on adopte un ton et un storytelling de marque? C'est plutôt le ton. Qu'est-ce qu'on entend par le ton, la voix de la marque, etc. Le ton et la voix de la marque, c'est vraiment ton discours que tu vas employer pour t'adresser à tes clients. Donc le ton, c'est une personnalité, comme une personne. Moi, là, je te parle de manière plutôt décontractée, tu vois. Et c'est ça, le ton. C'est pareil pour la marque. Grosso modo, c'est quand tu écris tes posts sur LinkedIn, quand tu écris tes posts sur Instagram, sur TikTok, comment tu veux qu'on te voit? Comment tu veux qu'on décrypte ta marque? Est-ce que tu veux rester dans vraiment du très carré, du très codé, du très institutionnel? Ou encore une fois, est-ce que tu veux sortir de ça, briser un peu les codes et changer de ton sur les différents réseaux? Parce que tu peux avoir un ton beaucoup plus décontracté sur Instagram et TikTok, par exemple, que sur LinkedIn, où tu vas vouloir rester un peu plus pro, j'ai envie de dire, parce que tu sais que c'est principalement des chefs d'entreprise qui sont sur ce réseau. C'est la voix de la marque. Faut prendre en fait la marque vraiment comme une personne. C'est une personne à part entière. Toi, tu représentes ta boîte, tu représentes ta marque, tu es là. Et à côté, tu as ta marque qui doit vivre et qui doit exister. Donc c'est souvent un peu plus facile pour les marques qui ont des mascottes, parce que du coup, elles peuvent faire parler la mascotte. La mascotte en elle-même, elle s'affirme, elle a une histoire. Elle vit, elle est reconnaissable, elle amuse. Encore une fois, Duolingo, leur chouette, elle a une histoire, elle amuse, on la reconnaît, on reconnaît les couleurs, on reconnaît son caractère. Voilà. Le ton, c'est comment tu t'adresses à ton audience pour que ton audience t'apprécie, te repère et surtout te garde en mémoire. Et enfin, l'expérience client. L'expérience client, c'est avant de nous satisfaire, nous, à travers notre marque, c'est vraiment comprendre les besoins des clients, connaître leurs attentes et vraiment construire des solutions en accord avec leurs attentes. Donc vraiment se mettre au service du client. Là, l'expérience utilisateur, c'est quelque chose pour moi qui est beaucoup sous-estimé par les marques quand elles se lancent, parce qu'on a souvent sa vision en tant qu'entrepreneur, donc on a du mal de prendre de la hauteur en fait et d'avoir une vision un peu d'ensemble de qu'est-ce que notre marque propose à quel client et comment ils ont accès en fait aux produits et aux services. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit être travaillé vraiment correctement, en particulier quand on a nos premiers clients. L'expérience client, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui va permettre aux gens de parler positivement de votre marque et du coup de gagner en notoriété. Oui. Et de faire parler de vous et que les clients en fait vont revenir. Donc ça va fidéliser les clients sur une bonne expérience de marque, va les faire revenir, racheter de nouveau et reprendre votre service parce qu'ils ont été satisfaits, parce qu'ils ont été choyés et coucounés par les commerciaux et ils sont satisfaits du produit ou du service pour lequel ils ont fait appel à vous. Donc l'expérience client, c'est clairement quelque chose qui n'est pas à négliger et vraiment à travailler correctement. Du coup, concrètement, comment on s'y prend pour travailler son image de marque? Dans un premier temps, ce que je conseille, c'est de faire un audit. Parce qu'un audit, ça va permettre vraiment de prendre le temps, de voir ce qui a été fait,
de voir ce qui a marché, de voir ce qui a moins fonctionné, pour vraiment pouvoir prendre des décisions sur OK, qu'est-ce qu'on abandonne, qu'est-ce qu'on reconstruit. On va voir vraiment qu'est-ce qui a plu à ta clientèle, qu'est-ce qui a fait que tu as eu des bonnes perfs, qu'est-ce qui a fait que tu as un peu moins réussi pendant certains mois et surtout, qu'est-ce qui a fait que ça mérite d'être amélioré. Donc l'audit, ça va permettre de reprendre tes bases, mais d'aller beaucoup plus loin, en dégageant les thématiques que tu peux aborder sur les réseaux, les stratégies que tu peux mettre en place pour augmenter tes performances de manière quand même assez ambitieuse, j'ai envie de dire. Et vraiment, on va aussi analyser les visuels que tu proposes. Parce que ça aussi, ça permet de voir comment on peut reconstruire chaque élément de ta marque pour que ta marque brille et se différencie. Donc l'audit, c'est une étape indispensable au final. Définir la ligne éditoriale et l'identité visuelle et cohérente de la marque, ça fait partie des points à travailler sur comment construire son image de marque. Est-ce que tu peux nous en dire plus dessus ? Il y a beaucoup de marques qui n'ont pas une cohérence visuelle sur les différents supports. Alors je vais parler principalement de ça parce que je vois beaucoup de marques qui se lancent sur les réseaux avec une identité de marque qu'ils ont aimé construire sur les réseaux, donc vraiment 100% du online. Et en fait, ces personnes ont une boutique en direct et l'identité, hop, tu la reconnais plus. Alors je m'attarde sur ce point parce que, encore une fois, la cohérence pour votre cible, que ce soit digitalement ou IRL, ça va être vraiment quelque chose d'important aux yeux de votre communauté, aux yeux de votre audience. Il faut vraiment que si vous avez des couleurs clés qui représentent votre marque, qu'on retrouve ces couleurs clés, que ce soit sur vos supports digitaux, donc tout ce qui est réseaux sociaux, le site web, votre chaîne YouTube, enfin je sais pas, tous ces supports-là. Et en direct, donc vos flyers, les prospectus que vous pourrez faire, du coup c'est les flyers, la publicité, les flyers, et votre décoration au sein de votre boutique. La ligne éditoriale, c'est vraiment important parce que ça va vous permettre de créer vraiment ce fil rouge pour pas vous perdre. Donc il y a plusieurs étapes pour créer cette ligne éditoriale et elle est essentielle parce que si tu ne t'en crées pas, tu vas peut-être bien commencer au début, mais après, qu'est-ce que je fais ? Et la ligne éditoriale est aussi importante parce que pour chaque support, tu vas te poser et tu vas te dire, pour ce support-là, je crée tel contenu, pour ce support-là, je crée tel contenu, etc., etc. Ton discours va pas être le même d'un réseau à l'autre. Tu vas pas utiliser forcément les mêmes visuels. Cette ligne éditoriale, ça va te permettre de créer des templates de publication, de textes, de te faire un planning de diffusion, vraiment pour suivre ce programme et ne pas t'égarer. Du coup, en résumé, c'est vrai que faire ce travail soi-même, ce n'est pas toujours évident et un regard extérieur peut être un véritable atout, surtout si on veut aller beaucoup plus loin et avec de meilleures conditions. En parlant de conditions, est-ce que tu as des méthodes que tu pourrais mettre en place, que tu proposerais pour que justement cette réorganisation, cette refonte puisse se passer dans les meilleures conditions ? Chez Eclat, ce qu'on ferait, c'est mettre en place des ateliers de design thinking. On est vraiment dans la co-construction avec les personnes qui font partie intégrante de l'entreprise. Donc, c'est pas seulement les chefs d'entreprise, on a beaucoup parlé d'entrepreneurs, mais c'est aussi les salariés, c'est aussi les clients. C'est-à-dire qu'on peut être amené à aller rencontrer les clients, faire des entretiens clients pour savoir qu'est-ce que la marque quelle image ils ont en fait de la marque, pour eux ça dégage quoi, qu'est-ce qu'ils en pensent, quels sont les points faibles on va dire de l'image de marque. Ça se trouve il y a des points qu'on rebutait sur l'image de marque au début et en fait c'est toutes des choses qui peuvent être décelées en entretien et en atelier pour trouver les points en fait de friction et qui font qu'aujourd'hui il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Quelles sont les pistes à améliorer? Quand vous faites le travail, vous, en interne, c'est toujours délicat parce que vous n'allez pas aller voir votre client et dire « bon, écoute, qu'est-ce que tu penses de ma marque? J'ai quelques questions. » Le client, son avis va être un peu biaisé
Parce qu'en fait, lui, il veut des bonnes relations avec vous, il veut pas forcément vous dire ah, bah, votre logo, je le trouve pas ouf, c'est pas incroyable, l'expérience client, c'est pas fou, c'est nul. Enfin, nous, en tant qu'externe, là, on a l'avantage d'avoir un peu ce recul-là. On n'est pas dans la société, on travaille pour vous, pour le compte de votre entreprise, mais on est un externe, on est un tiers. Donc du coup, ils ont plus de facilité à se confier à des gens comme nous sur ces points-là. Et du coup, en dégager du positif. Et nous, derrière, d'analyser et de faire des propositions et des retours en fait, d'expérience des clients et des salariés pour améliorer en fait l'image de marque et faire des vraies propositions. Les salariés, c'est pareil. Quand tu t'adresses à ton patron ou quelqu'un qui est supérieur à toi pour lui demander qu'est-ce qui va pas dans l'entreprise ou qu'est-ce qui cloche dans l'image de marque, c'est toujours un peu sur la réserve et qu'est-ce que je peux dire sans risquer de me faire virer ou d'être mal vu et du coup d'être tiers, quelque part d'anonymiser un petit peu les résultats parce qu'on va pas dire ouais un tel il a dit ça. C'est pas notre rôle de dénoncer et de dire que quelqu'un a craché sur l'image de l'entreprise, mais c'est plutôt d'en dégager du positif et des solutions pour avoir des pistes d'amélioration et des propositions. Bon, on arrive désormais sur la fin de la vidéo. Donc du coup, pour résumer, une marque forte, c'est bien plus qu'un logo. C'est une promesse, c'est une identité, c'est une expérience client. Il faut aller vers la simplicité. On a pris des exemples, on a pris Apple, on a pris Ikea, on a pris Duolingo, Toyota. Duolingo, mes faves. Se faire accompagner, c'est essentiel et on ne dit pas ça parce qu'on est une entreprise qui proposons de l'accompagnement en externe, mais c'est vraiment prendre du recul et avancer dans la bonne direction. Quand on a le nez dans le guidon, on ne voit pas tous les composantes pour avancer sereinement et il est toujours délicat d'aller questionner les gens en interne et ou les clients quand on a des relations aussi de confiance à maintenir et à garder. Mélusine, peut-être un mot pour clôturer cette vidéo. Je pense que le plus important pour moi, pour conclure cette vidéo, c'est vraiment de vous dire que pour que vous arriviez à vendre votre produit, il faut absolument réussir à créer cette connexion avec votre audience. C'est essentiel. Plus vous aurez ce lien de confiance avec votre cible, plus votre cible aura naturellement envie d'aller vers vous. Et raconte-nous en commentaire ton plus grand challenge en termes de branding. On y répondra lors d'une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, à partager et t'abonner pour plus de conseils en marketing. Et n'oublie pas, on a un livre blanc sur lequel on aiguille sur les bonnes pratiques de marketing pour créer ton image de marque. Le lien est disponible dans la description. Ciao.